puissiez m'entendre dans le fond de la salle. Ok. On m'a dit qu'il n'y a pas de sourds d'oreille en Grande-Bretagne, alors je crois que nous allons bien nous entendre. Je vais profiter de cette conférence pour faire d'une pierre deux. D'abord, parler à la communauté que j'ai la chance de rencontrer pour la première fois, et peut-être à la fin, je m'adresserai, j'irai dans le fond, vers les journalistes dans le cas où ils sont là, afin que nous puissions, en ce moment-là, causer avec les journalistes. Pour le moment, je voudrais causer avec vous. Vous savez que je suis arrivé depuis 2 jours. Vous savez aussi que j'aurais aimé rester avec vous pendant très longtemps. Mais vous savez aussi qu'il y a une bagarre au pays que nous avions déclenchée depuis le 1er février et que cette bagarre m'oblige de rentrer au pays le plus tôt possible. Croyez-moi, du fond du cœur, c'est avec un chagrin sincère que je vais prendre l'avion demain matin, parce que la bagarre, c'était déjà après-demain. Je suis venu invité par le Parlement britannique. C'est grâce aux amis Dave Steele et Tony Waddington que j'ai eu l'occasion et la chance de visiter la Grande-Bretagne. J'y passe pour la 2e fois, mais cette fois c'est une fois noble, où sincèrement je dois dire que la Grande-Bretagne, en nous acceptant dans sa grande salle de travail pour que nous puissions nous y adresser plus principalement à notre communauté, mais aussi aux parlementaires, mais je crois le parlementaire en ont fait un prétexte pour que nous nous adressions à notre communauté. Je crois que ce voyage a été pour nous très bénéfique et nous en remercions très sincèrement les organisateurs et tous ceux qui nous ont reçus. J'ai une joie immense de dire que pour la 2e fois que j'arrive en Grande-Bretagne, j'ai été frappé par une seconde noblesse que vous m'aviez donnée cette fois-ci. La fois dernière, quand je suis arrivé ici, dans les coulisses judiciaires, se traitait l'affaire des Aïrois qui se seraient inscrits dans plusieurs communes comme réfugiés et qui auraient de ce fait plusieurs résidences et un colossal traitement. J'étais assez confus quand le Britannique m'en avait parlé en ce moment-là. J'étais tout à fait heureux quand la communauté zaïroise qui nous représentait ici m'avait fait le récit. Dès que je suis arrivé à l'aéroport, la première question que j'ai posée, c'est celle-là. Est-ce que cette situation existe encore? J'étais très heureux d'apprendre que non seulement la situation n'existe plus, mais chaque Zaïrois qui est ici fait un effort, soit pour se trouver un job, soit pour étudier. Ça, c'est une noblesse sincère que je ressens avec beaucoup plus de fierté, et c'est avec cette fierté-là que je vais m'adresser à vous en ce moment. Et de tout cœur, je vous applaudis. Il y a une impasse politique au pays. Impasse politique qui n'a pas commencé maintenant. Mais impasse politique qui maintenant prend une autre tournure. Une tournure qui est un couteau à double tranchant comme d'habitude chez nous. Vous savez, c'est ce que nous vivons tous les jours. Mais une tournure qui veut aussi peut-être ramener la paix dans le cas où nous savons saisir l'occasion et nous implanter totalement dans la gestion du pays. Mais alors, une gestion totale de ce pays. Parlons d'abord de l'espace. Vous savez qu'il y a eu la conférence nationale souveraine. Vous savez aussi que cette conférence nationale souveraine a fait la relecture du passé de notre pays. Cette conférence nationale souveraine a validé l'avenir de notre pays. Et cette conférence a donné au pays tout un programme de gouvernement. Le pays savait ce qu'il allait faire dans le mois qui suivait. Au lendemain de cette conférence, le pays savait ce qu'il allait faire dans 3 mois. Et au lendemain de cette conférence, le pays était conscient de comment il va entrer dans la 3e.
savez aussi que ça n'a pas eu un grand lendemain, le résultat de cette conférence nationale. Simplement parce que M. Mobutu, comme d'habitude, n'a pas voulu s'impliquer dans cette conférence. Réaction, sa famille politique, mais toujours avec une démarche un peu floue de Monseigneur Mosengo, sa famille politique a provoqué un débat qu'ils ont appelé conclave au Palais de la Nation. Alors que la conférence nationale souveraine venait de donner au pays une constitution de transition, la famille politique de M. Mobutu, en conclave, venait aussi de pondre une constitution de transition. La constitution donnée au pays par la conférence nationale souveraine s'appelait l'acte de la transition, mais la constitution donnée par la famille politique de Mobutu, ils l'ont baptisé acte rénové de la transition. Comme toujours, c'est la doublure éternelle. Acte de la transition, acte de rénové de la transition. Ils sont réalliés, ils sauragent, et c'est un peu tout ça que sont en train de pondre toutes les officines de M. Mobutu pour créer vraiment un peu de confusion au pays. Pendant que l'acte de la transition donné au pays par la conférence nationale souveraine continuait son petit bonhomme de chemin, ne voilà-t-il pas que l'acte rénové de la transition commence aussi son chemin. Et c'était l'époque la plus compliquée parce que les uns, c'est-à-dire les forces du changement, obéissaient à l'acte de la conférence nationale souveraine, tandis que les forces du conclave, comme ils se sont baptisés, et ils sont toujours forces du conclave, c'est-à-dire FPC, suivaient, eux, la constitution rénovée donnée par les forces du conclave au pays. Chaque acte qui était posé était boudé par le HCR qui venait de proroger le conclave, qui venait de remplacer le conclave, et chaque acte posé par la constitution rénovée était boudé évidemment par les forces des changements. Nous avons vécu ainsi pendant un temps. Je voudrais vous parler de ce temps-là pour que vous puissiez vous rendre compte du rôle qui a été joué au pays ensemble. Ce moment, cette confusion a provoqué, comme d'habitude, des médiateurs. Dès que dans un foyer, vous le savez, pour ceux qui sont mariés, vous ne vous entendez pas, si vous sentez vraiment que vous ne vous entendez pas du tout, vous allez chercher une troisième personne pour essayer de faire la médiation en famille. Et cette démarche, vous le savez très bien, est toujours la plus terrible, la plus dangereuse des démarches, parce que c'est justement cette médiation qui, quelquefois, peut venir semer une véritable pagaille en famille, et pagaille à n'en pas sortir. Eh bien voilà, en ce moment-là, on a créé des médiateurs qu'on a baptisés Troïka. Une Troïka qui était née un peu avant, mais qui, à cause de ce phénomène, a commencé à prendre des grandes allures. C'était la Belgique, c'était la France, c'était les États-Unis d'Amérique. C'est peut-être encore toujours la Belgique, peut-être encore la France, peut-être aussi encore les États-Unis. Mais quel rôle cette Troïka a joué? Le rôle principal de cette Troïka, ou si je dois mieux m'expliquer, le résultat principal auquel cette Troïka est allée, c'était premièrement de freiner une machine qui venait de démarrer très puissamment à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire l'inscription du cas Zaïre au débat de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous sommes en septembre 1993. Le cas Zaïre a été inscrit aux Nations Unies. Sans la naissance et le rôle de cette Troïka, le cas Zaïre aurait été traité en ce moment-là au Zaïre. Sans la naissance et le rôle de cette Troïka, l'Assemblée générale
allait se pencher sur le cas Zaïre, et somme toute, la position dans laquelle se trouvait Mobutu en ce moment-là, Mobutu serait condamné par les Nations Unies, et peut-être que nous vivrions aujourd'hui d'autres problèmes. Mais voici que la Troïka s'installe. Avec la Troïka, on envoie vers la Troïka une personnalité, elle aussi redoutable, mais qui a les grâces, toutes les grâces du secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali. On dit même que c'est son ami. Parce que je voudrais vous parler du rôle que Brahimi qu'on a envoyé comme médiateur aussi au Zaïre, a joué aux côtés de cette troïka. D'abord l'ensemble, comme je l'ai dit au Parlement l'autre jour, l'ensemble a été logé à la même enseigne. C'est-à-dire, vous connaissez chez nous, quand l'étranger arrive, et que cet étranger est dans l'obligation d'entrer en contact avec la nation, il entre en contact avec la nation, d'abord de façon pêle-mêle, et puis l'étranger se fait fixe. Et parmi les étrangers, il y a deux sortes d'étrangers, des missionnaires, de toutes religions confondues, qui ont l'habitude de se loger dans le peuple, vers le peuple, et aller le plus possible vers lui. Mais il y a aussi d'autres étrangers, les diplomates. Les diplomates qui souvent ne commencent pas leur mission par les États-Unis. Les diplomates qui souvent commencent leur mission ailleurs, où ils ont pu s'installer dans certaines habitudes nobles. Je peux oser mettre les guillemets assez nobles. Et des habitudes qu'ils perpétuent quand ils viennent chez nous au pays. Quand ils arrivent au pays, ils se choisissent des amis. Je crois qu'ils font d'abord de contacts pêle-mêle, en passant par les domestiques qu'on leur présente à la maison. Mais finalement, ils se fixent. Et souvent, ce genre d'hommes se fixent sur des personnes qui peuvent leur rendre visite et peut-être se tenir convenablement dans leur foyer, dans leur maison, dans leur salon. Et lorsque j'ai dit convenablement, convenablement doit être entendu comme étant avec les attitudes que le diplomate connaît être les attitudes apportées par la civilisation, les attitudes qu'il vit chez lui, les attitudes qu'il vit ailleurs. Et dans cette convenance, dans son ensemble, il y a aussi le boire, et peut-être que le manger. Ces phénomènes doivent nécessairement faire naître aux diplomates dans leur tête le fait qu'ils doivent choisir comme amis des personnes qui sont capables de réciproquer les invitations que le diplomate leur envoie. Et vous savez, au pays, ce n'est pas comme ici en Grande-Bretagne. J'ai été reçu par un superbe lord hier, mais il est d'une jeunesse terrible. On ne lui donnerait pas du lord à son âge. Mais on nous a expliqué, on nous a dit, il a hérité ça de ses parents. Son père était lord, et son père étant disparu, lui tout jeune, il hérite. Il en est de même de richesse dans le pays où il vit. Mais vous savez que chez nous, là où vous nous avez quittés, c'est à peine que nos enfants héritent d'un pantalon. C'est à peine que nos filles héritent d'un pagne ou d'une robe. Ceux qui se disent riches aujourd'hui, vous le savez, ils ont puisé dans le trésor public. Vous le savez, ils ont pillé la République. Vous le savez, ils sont riches à cause de votre sang, de votre sueur qui a coulé. Mais eux, les diplomates, c'est normal qu'ils échouent dans leur recherche du choix de leurs amis, qu'ils puissent échouer sur ces genres de personnes. Eh bien, le Zaïre n'a pas fait exception. On a vu très facilement les diplomates s'échanger de visites avec ceux qui ont pillé hier. À ce moment-là, ils étaient dans une très bonne position. Et ça, je voudrais que vous le sachiez. C'est-à-dire, ils sont venus vers nous, les opposants. Ils nous ont dit,
ils sont devenus opposants à 100%. Ils ont dit, vous voulez une preuve? Nous allons commencer à crier avec vous, haut et fort, sur la place publique, que nous sommes contre. Leur relation aidant, malheureusement pour le résultat final, mais heureusement pour le phénomène que nous voulions créer en ce moment-là, nous les avons reçus. Le résultat était merveilleux. Je vois encore d'ici, quand le jour que cette opposition, avec cet ensemble de tous les partis, parce que les partenaires à l'extérieur nous disaient l'opposition doit être unie, il ne faut pas que l'UDP fasse cavalier seul, il ne faut pas qu'il reste seulement avec le PDC, etc. Le rassemblement était merveilleux. Je me souviens du premier jour où nous sommes descendus au stade pour nous adresser à notre peuple dans l'union sacrée, parce que c'est d'elle que je voudrais parler. Je vois encore à mes côtés quelqu'un qui cheminait un peu derrière moi, un peu loin, qui lui avait la faculté de changer de couleur dans le cas où les émotions le montent à la tête. Je me souviens de Kengo. C'est de lui que je parle. Quand je le regardais, je le trouvais rouge comme une tomate. Parce qu'il venait d'être applaudi frénétiquement par tout un stade la première fois de sa vie. Parce que le peuple attendait que tout le monde quitte vous. Le peuple était trop content de voir même des personnes qui semblaient porter la marque déposée de M. Mobutu étaient dans nos rangs, dans les rangs des opposants, pour venir